cette sinusoïde-là représente le mouvement de tous les points de la corde à une date précise. Cela veut dire que c'est comme si vous allez prendre un appareil photo et vous allez alors prendre un cliché de la corde. Donc, sur ce cliché-là, vous allez voir tous les points de la corde, pas un point très particulier, mais vous allez quand même arrêter le temps. Donc, la sinusoïde des espaces consiste à fixer le temps à une date précise. Si vous fixez le temps, regardez bien qu'est-ce que vous obtenez. Des points qui sont en train de vibrer, qui sont atteints par l'onde, et une partie où l'élongation est égale à 0. D'après vous, ça correspond à quoi? Ça correspond à des points qui ne sont pas encore atteints par l'onde. Parce que généralement, l'instant qui correspond à cette figure-là, ce sont des instants, ou bien c'est un instant qui est assez court. Donc forcément, l'onde n'a pas, bien sûr, atteint tous les points de la corde. Donc quelques points sont atteints par la corde, d'autres ne sont pas affectés par l'onde. Dans notre condition, alors ici, je remarque ici que l'onde a parcouru toute cette distance-là, à cet instant-là précis, elle a parcouru une distance qui correspond à 7 centimètres. Je peux facilement, connaissant la célérité, je peux facilement déterminer la date qui correspond à cette sinusoïde des espaces. Je rappelle alors ici que la date, normalement, donc nous savons que la distance est égale à célérité fois le temps qui correspond à cette figure-là. Donc le temps, alors ici, c'est le suivant, c'est la distance parcourue par l'onde divisée par la célérité. Si je connais la célérité, donc je suis capable de chercher l'instant correspondant à cette figure. Bien entendu, je connais la distance. La distance parcourue par l'onde, c'est 7 centimètres. D'accord? Donc, vous voyez très bien quels sont donc les profits que je peux tirer à partir de la courbe sinusoïde des espaces. Je peux aussi, bien entendu, lire l'amplitude, et ça correspond bien entendu, comme tout à l'heure, à 2 mm. Ça, c'est le point commun entre sinusoïde des espaces et sinusoïde des temps. Je peux aussi tirer autre chose, graphiquement, la distance entre deux maxis. La distance entre deux maxis, ça correspond à la longueur d'onde. Attention, l'axe est gradué en centimètres. Donc, entre deux maxis, ça correspond à une distance. Tout à l'heure, c'était une sinusoïde des temps. L'axe horizontal, c'était l'axe des temps. On mesure une périodicité temporelle. Là, on va mesurer une périodicité spatiale. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux maxis, ou bien deux mini. Et ça correspond à 4 petits carreaux. Alors, on peut, suivant l'échelle correspondante, déterminer la valeur de la longueur d'onde, ce qui peut nous permettre, bien sûr, de chercher la célérité, la fréquence, la période, et ainsi de suite. D'accord? Donc, alors maintenant, autre chose. Quelle est alors la différence entre sinusoïde des temps et sinusoïde des espaces? Regardez bien. La sinusoïde, alors ici, des espaces, donne une chose assez importante qui n'est autre que le front d'onde. Le front d'onde, dans ces conditions-là, ça correspond à une crête. D'accord? Bon. Donc, on reprend. Ça correspond à une crête. Étant donné que l'onde, lorsqu'elle se propage, elle garde la même forme, le devant de l'onde garde la même forme. La même forme. Tous les points qui vont être affectés par l'onde seront donc affectés au début par une crête. Donc, ils vont faire un mouvement vers le haut. Et s'ils font un mouvement vers le haut, rappelez-vous ce qu'a fait le point source, par exemple, pour la sinusoïde des temps, il est monté vers le haut. Donc, ce point-là, cette partie-là, on va l'appeler le front d'onde. Le front d'onde, qu'est-ce qu'il va nous donner comme renseignement? Il va nous permettre d'expliquer qu'a fait le point O lorsqu'il a débuté son mouvement. Si le point O débute son mouvement vers le haut, le front d'onde va être une crête. Si le point O débute son mouvement vers le bas, donc le front d'onde va être un creux, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, la sinusoïde des espaces est aussi riche que la sinusoïde des temps. Alors, ce que je tiens à vous dire, c'est que la sinusoïde des espaces, pour la reconnaître, elle doit être munie d'une partie qui est nulle d'une façon générale. Maintenant, point commun entre sinusoïde des temps et sinusoïde des espaces, elles ont toutes deux le pouvoir de nous donner l'amplitude. Alors, la sinusoïde des temps, il faut regarder le début de l'onde pour savoir qu'a fait le point O. Pour la sinusoïde des espaces, il faut regarder le front de l'onde, le front, donc la fin de l'onde, pour savoir quel était le mouvement de la source. Passons maintenant au dernier paragraphe de cette leçon. La partie qui nous intéresse tous, c'est celle qui consiste à trouver les points qui ont un état vibratoire
différent ou bien identique à celui des autres. L'essentiel, c'est comment reconnaître la position des points qui vibrent en phase, en opposition de phase, en quadrature de phase. Et là, en quadrature de phase, je souligne alors ici qu'il y a deux situations pour les points qui vibrent en quadrature de phase. Attention, deux points qui vibrent en quadrature de phase, il faut savoir lequel, soit il est en avance par rapport à l'autre, ou bien il est en retard par rapport à l'autre. Je rappelle que notre travail, là, il se fait graphiquement. Il y a une méthode qui se fait par calcul, mais là, c'est plutôt graphique. Donc, bien sûr, il faut noter la chose suivante, c'est que si vous voulez retrouver la position des points qui vibrent en phase, ou bien en quadrature, ou bien en opposition, il faut travailler avec la sinusoïde des espaces. Il ne faut pas utiliser la sinusoïde des temps, parce que la sinusoïde des temps vous donne l'équation du mouvement d'un seul et unique point. Donc, on ne peut travailler graphiquement qu'avec la sinusoïde des espaces. Alors, deux points qui vibrent en phase, ils sont éloignés de lambda, la distance entre eux, ou bien de 2 lambda, ou bien de 3 lambda, ou bien d'une manière générale, de k lambda avec, vous êtes d'accord avec moi que k, il appartient à n étoiles. D'accord? Donc, je prends comme exemple les deux points qui sont sur les sommets des crêtes, ou bien les points qui sont sur les creux. Hein. Pour une sinusoïde des espaces, on dit crête ou bien creux. Alors, les points maintenant qui vibrent en opposition de phase. Opposition de phase, qui sont déphasés de pi. Bien de moins pi, c'est la même chose. Ils sont éloignés d'une distance qui correspond à la moitié d'une longueur d'onde. Bien, en opposition de phase, la distance entre les deux points, c'est soit donc lambda sur 2, ou bien lambda plus lambda sur 2, ou bien d'une manière générale, k lambda plus une moitié de longueur d'onde lambda. Alors, je prends comme exemple ce point-là et ce point-là vibrent en opposition de phase, étant donné que l'un, il est sur son sommet, l'autre, il est au creux de la sinusoïde. Maintenant, les points qui vibrent en quadrature de phase, et là, c'est assez particulier, deux points qui vibrent en quadrature de phase, la définition est la suivante. Lorsque l'un, il est au sommet, l'autre, il est dans sa position nulle. Ou bien l'inverse, c'est lorsque l'un, il est dans sa position nulle, l'autre, il peut être soit au sommet d'une crête, soit au minimum d'un creux. Et là, ça change. J'ai bien dit qu'il y avait deux possibilités. Je prends deux exemples. Je prends le point qui se trouve à son élongation maximale et un point qui est à son élongation nulle. Là, ils sont en quadrature de phase. Autre exemple, ce point-là qui est au sommet et le point haut, ils sont en quadrature. Bien entendu, l'un, il est en avance, l'autre, il est en retard. J'espère que vous avez très bien noté les différentes informations qu'on vient de faire. Bonne chance à tous et au revoir.